Alors, donc, dans le roman Tous les matins du monde, on a l'impression que Pascal Quignard a pris le parti plutôt de Sainte-Colombe, qui était ce musicien qu'il décrit comme quelqu'un d'austère, qui pensait la musique comme quelque chose de très intérieur. Et donc il prend plutôt le parti de Sainte-Colombe, plutôt que celui de Marin Marais, qui lui fait une musique peut-être plus extravertie, qui va à la cour, qui commence à avoir des postes comme ça un petit peu très en vue même. Alors il faut savoir quand même que pour Marin Marais, la musique c'était un métier, c'est sa profession. Ses parents, son père était cordonnier, donc c'était des gens vraiment du peuple, et c'était des gens qui ne pouvaient pas vivre de leur rente, en tout cas avant d'en acheter, et donc il fallait qu'ils travaillent. Et vous imaginez bien que pour un jeune musicien de 20 ans, pouvoir rentrer dans le plus grand orchestre de France et un des meilleurs orchestres d'Europe, c'était quelque chose de formidable, c'était le début d'une carrière, et évidemment c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas refuser. De même que se faire entendre du roi, faire partie de son orchestre personnel, l'orchestre de sa chambre, c'est une chance absolument incroyable. Et évidemment tous les musiciens qui étaient en vue, la plupart des musiciens connus, ils ont été aussi, eux aussi, à la cour de Louis XIV. Donc voilà, il faut remettre ces choses-là un petit peu en perspective. Quels sont les endroits où on pouvait entendre de la musique quand on était à Paris, par exemple, au XVIIe siècle? Alors, enfin à Paris ou même ailleurs en France, on pouvait entendre de la musique dans la rue, dans les fêtes populaires. Il y avait des musiciens qui étaient les ménétriers, qui étaient organisés en corporation, qui étaient, si vous voulez, les artisans musiciens, et qui avaient un répertoire de chansons, de danses, qui improvisaient beaucoup aussi. Et donc la musique faisait partie de la vie de tous les jours. Peut-être pas autant que maintenant, où évidemment on peut avoir la musique dans les oreilles toute la journée, mais en tout cas, on ne faisait pas une fête sans qu'il y ait de musique. Comme aujourd'hui, on n'y penserait pas non plus. On pouvait entendre de la musique aussi à l'église. Je vous rappelle que la religion à l'époque était quelque chose de très important et les messes étaient chantées. Alors les messes de tous les jours, on les chantait en plein chant, donc à une voix, en chant grégorien. Mais les messes des jours de fête, il y avait des chœurs qui chantaient, et donc ça faisait quelque chose de beaucoup plus attrayant. On pouvait entendre de la musique à la cour, bien sûr, à la cour. Alors là, il y en avait vraiment tout le temps, du matin au soir quasiment. Mais alors ça, évidemment, ce n'était pas accessible à tout le monde. Et puis, il y avait aussi la musique donc, à l'opéra. L'opéra a été établi en France à peu près dans les années 1670. Donc bon, c'était très récent à l'époque de Marin Marais. Et c'est le premier endroit en France où on pouvait écouter de la musique en payant. Il n'y avait pas du tout cette notion qu'on a aujourd'hui de concert public. Ça va arriver en 1725, la création du concert spirituel, qui était une organisation de concerts, où effectivement les gens, alors c'était pas tout le monde, hein, il fallait quand même avoir suffisamment d'argent pour entrer. Mais enfin on sait que par exemple à l'opéra, il y avait des gens vraiment qui n'avaient pas beaucoup d'argent qui pouvaient entrer, parce qu'il y avait des places très peu chères, au parterre, donc ce qui s'appelle le devant, éventuellement où les gens étaient debout. Et en plus, on sait que les gens qui assistaient au parterre à l'opéra, quand ils sortaient ensuite dans la rue, ils rechantaient les airs qu'ils avaient entendus. Et donc finalement, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient les airs de l'opéra. Donc, ce n'était pas exactement la même relation qu'on peut avoir maintenant avec l'opéra, qui souvent paraît quelque chose d'élitiste, alors que, bon, finalement, aujourd'hui aussi, il y a des places pas chères du tout à l'opéra, peut-être moins chères même que pour des concerts de Johnny ou je ne sais pas qui. Donc, je vais en arriver à la danse. Il y avait donc beaucoup de danse à l'époque. Vous avez entendu tout à l'heure une allemande après le prélude. Alors, évidemment, c'est pas, vous n'avez pas envie de danser peut-être quand vous entendez ça, parce que c'est pas une danse que vous connaissez. Mais à l'époque, il y avait énormément de danses, et les danses étaient très codifiées. Et si je peux, je voudrais vous montrer quelque chose.
c'est pas très long, ça vous montre que on voit bien, même sans connaître, qu'il y a quelques pas. Bon, on fait des petits sauts. Alors il y a un certain nombre de pas comme ça qui sont codifiés, et pour chaque danse, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Hein. C'est pas, là, il n'y a pas d'improvisation dans les danses. Alors, ce qu'on connaît aujourd'hui quand on donne des mises en scène d'opéra baroque, on se permet des petites fantaisies. À l'époque, non, c'était pas fantaisiste. Et si vous avez vu d'autres films, par exemple Le Roi danse, dans lequel on voit Louis XIV danser, là encore, il y avait des pas extrêmement précis et il n'était pas question de sortir des pas qui étaient connus. Alors, ce que je voudrais vous dire à propos des danses, c'est que quand aujourd'hui vous entendez un rock ou une salsa ou quelque chose, même si vous ne les dansez pas vous-même, je sais qu'on ne danse plus trop le rock aujourd'hui, mais ou quand vous entendez une valse, etc., vous avez une idée de comment ça se danse. Éventuellement, si vous en avez déjà dansé, vous allez sentir musculairement, vous allez sentir dans vos jambes, ah oui, je ferai comme ça. Alors, pour les gens de l'époque, évidemment, quand ils entendaient une sarabande, ou une gavotte, ou une allemande, eh ben, ça leur faisait le même effet, ou un menuet même. Ils reconnaissaient et ils sentaient dans leurs muscles comment était cette danse, et ça leur donnait une représentation. Donc, maintenant vous allez entendre d'autres danses. Vous allez entendre justement une sarabande et une gavotte qui font encore partie de ces livres de ce 5e livre de Marin Marais. Puisqu'en fait, les suites de pièces pour viol de gambe, ce sont des suites de danse pour la plupart. Hein. Vous avez dans ces suites une sorte de recueil de tout ce qu'on pouvait danser dans la bonne société de l'époque. Bonne société ou même un peu moins bonne société. Donc la sarabande, c'est une danse assez lente, une danse très grave. Et à la Renaissance, on appelait ça une basse danse parce que les pas étaient glissés et qu'il n'y avait pas de saut. Et puis les danses hautes, ben, c'était le contraire, c'était les danses un peu plus folichonnes, un peu plus athlétiques. Donc la sarabande, quelque chose de très noble, hein, on se tient très bien. Et ce qui est amusant, c'est que l'origine de la sarabande, c'est une danse espagnole qui au contraire était absolument débridée. Mais bon, quand c'est venu en France, sous Louis XIV, ça s'est donc transformé en quelque chose de très, très digne. Et puis après, vous allez entendre une gavotte, qui est une danse alors un petit peu plus allante. La petite vidéo que vous avez vue là, c'était une gavotte. Donc ça vous donne un petit peu une idée. Voilà.
Je voudrais parler un petit peu de l'apprentissage de l'instrument. Et puis on va ensuite voir comment, une petite présentation de la viole de gambe. Alors comment apprenait-on un instrument à l'époque de Marin-Marais? Bien, à peu près comme aujourd'hui, en passant beaucoup de temps. Alors dans Tous les matins du monde, il y a une mention à un moment que Monsieur de Sainte-Colombe a travaillé jusqu'à 15 heures par jour. Alors là, je dirais, c'est trop quand même. On risque quand même d'être un peu abruti au bout de 15 heures. Et puis surtout, ça ferait très mal aux doigts, à force, enfin bon, tout ce que vous imaginez. Chopin, lui, disait qu'il ne fallait pas travailler plus de 3 heures par jour. Ça, c'est peut-être un petit peu juste. Mais disons que pour arriver à une bonne maîtrise de l'instrument, les professionnels, en tout cas les jeunes professionnels, travaillent 5 à 6 heures par jour quand même leur instrument, ce qui est déjà pas mal. Et pendant de nombreuses années, évidemment. Alors, Marin-Marais, il a commencé, je vous l'ai dit, à la maîtrise. Une maîtrise, qu'est-ce que c'était? C'est un lieu d'apprentissage, en fait. Les maîtrises, c'était les endroits où allaient les petits garçons, uniquement les petits garçons. Et ils allaient à la maîtrise parce qu'à l'église, les femmes n'avaient pas le droit de chanter. L'église est assez misogyne depuis très longtemps. Et donc, pas de femmes pour chanter à l'église. Donc, comme il fallait quand même des voix aiguës, parce qu'il fallait que les voix s'élèvent vers le Seigneur, on prenait des petits garçons avant la mue. Donc voilà, du coup, il fallait les former. On les formait dans des maîtrises. Et ces maîtrises étaient des lieux où ils étaient là, enfin c'était des internats. Donc ils rentraient parfois avant 6 ans, c'est quand même très petit, et ils étaient nourris, logés, blanchis. Alors pour les parents qui étaient souvent pauvres, c'était une aubaine formidable, parce que là ils étaient complètement pris en charge. Donc on leur apprenait à chanter, ils avaient du latin, un peu de grammaire, parfois un petit peu de culture générale, mais enfin bon, surtout quand même de la musique. Donc on leur apprenait à lire les notes, à chanter, on leur apprenait à écrire un petit peu la musique, un petit peu de contrepoint, et puis on leur apprenait souvent un ou plusieurs instruments. Donc parfois ils apprenaient l'orgue ou le clavecin ou l'épinette comme vous avez ici, et parfois aussi le luth ou la viole de gambe. Donc ça a été le cas de Marin-Marais. Et quand il est sorti de la maîtrise, donc, il devait avoir déjà quand même une très bonne formation, ce qui était le cas de tous les petits-enfants qui sortaient de la maîtrise.